Bonjour, aujourd'hui deuxième partie de notre cours Politiques éducatives des territoires. L'idée que j'aimerais développer aujourd'hui, c'est de mesurer un petit peu les transformations de l'école. C'est ce qu'on a fait la dernière fois, mais on n'avait mesuré que la transformation des structures. J'aimerais aujourd'hui qu'on mesure la transformation des publics. C'est l'idée de ce grand 2. Face à la massification, la nécessité de changer l'école. L'école se massifie et ça implique de la transformer et pas seulement dans ses structures comme on l'a vu la semaine dernière. En fait, ce qu'on avait constaté la semaine dernière, c'était que on avait décidé d'accueillir tout le monde dans l'école des années 60, 70 et encore aujourd'hui, mais qu'on n'avait pas inventé une nouvelle école faite pour accueillir toute une classe d'âge. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis tout le monde dans le lycée, ou du moins dans le petit lycée qui était ce qu'on appelle aujourd'hui le collège, qui est calqué sur le modèle du lycée tel qu'il était autrefois. Alors ce modèle a évidemment évolué, a été ajusté, mais au fond, il est l'héritier direct, le collège d'aujourd'hui est l'héritier direct du lycée d'autrefois. Et le lycée n'était pas du tout fait pour accueillir tout ce monde-là. Le lycée n'est pas fait pour accueillir de gros effectifs, et le lycée n'est pas fait pour scolariser des jeunes qui n'ont pas acquis les repères qui sont familiers au public bourgeois, qui était habitué au lycée, mais qui sont aussi les repères du lycée. Et le lycée n'est pas fait pour scolariser des jeunes qui n'ont pas acquis au préalable ces repères. Alors pour mesurer la transformation des publics, je crois qu'il faut voir quelques chiffres. On était arrivé à ce schéma qui montrait que l'école de deux systèmes parallèles, le primaire et le secondaire, avait évolué vers un système où le primaire et le secondaire devenaient successifs. Ils n'étaient plus parallèles, ils étaient successifs. C'est-à-dire que le primaire avait investi les classes élémentaires et le secondaire s'était approprié les classes de collège et de lycée. Le tout dans une école unique, puisque depuis les années 60, l'école est unique, ou du moins s'est unifiée. Elle s'est unifiée et on a vu que ça avait pris du temps et qu'on n'avait pas toujours voulu l'assumer de façon très claire. Alors, je disais quelques chiffres, c'est le sens de ce grand A, l'explosion scolaire. Alors je suis désolé, le diaporama ne donne pas les chiffres de façon écrite. J'avais prévu de les écrire au tableau. Ici, ça va être un petit peu compliqué, donc repassez plusieurs fois si vous voulez réécouter ce que vous voulez noter. Le but n'est pas de retenir la totalité des chiffres, mais d'en avoir quelques-uns comme exemple les plus frappants et les plus parlants, les plus éclairants. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'explosion scolaire? L'explosion scolaire, c'est le titre d'un livre qui a été publié par Louis Cross, C-R-O-S, Louis Cross en 1961, qui était un haut fonctionnaire qui avait des responsabilités au ministère de l'Éducation nationale et qui avait écrit un livre qui s'intitulait L'explosion scolaire. Alors, en 1961, ça n'avait pas encore explosé, mais il avait bien perçu que cette explosion allait arriver, et de fait, c'est ce qui s'est passé. Alors, quand je parle d'explosion, c'est au sens d'explosion démographique, c'est-à-dire de la population. Il y a deux facteurs qui expliquent que, dans les années 60, la population scolaire augmente très fortement. Il y a déjà un facteur directement démographique, c'est-à-dire si la population scolaire augmente, c'est parce que la population de la France augmente. Je vous rappelle que depuis 1945, la France est dans le baby-boom. Ça veut dire que les enfants du baby-boom entrent en primaire, à l'école élémentaire, à partir des années 51, 52, 53, et ils entrent au collège
à partir des années 57, 58, 59. Et vous remarquez que c'est justement à ce moment-là, en 1959, le décret Berthoin et l'ordonnance Berthoin, c'est à ce moment-là qu'on commence à transformer le second degré. Il y a un autre élément qui renforce cet effet du baby-boom, c'est le retour des rapatriés d'Algérie. Souvenez-vous, en 1962, l'Algérie devient indépendante et l'Algérie, à la différence des autres colonies françaises, était une colonie de peuplement. Il y avait en Algérie une importante population d'origine européenne de plus d'1 million de personnes. Et ces gens-là, donc en 1962, reviennent en urgence en France et quittent l'Algérie, ils abandonnent tout ce qu'ils avaient en Algérie et ça a été le moment d'immigration le plus fort de l'histoire française et le plus brutal parce que ça s'est fait en quelques mois. Des centaines de milliers de personnes, alors ça a eu pas mal d'influence sur le sud de la France, pas mal de conséquences dans les régions du sud. Voilà, des centaines de milliers de personnes qui arrivent dans le port de Marseille, dans le port de Toulon, avec quelques valises et qui doivent refaire leur vie en métropole. Et pour la plupart d'entre eux, ils n'avaient jamais mis les pieds en métropole. L'Algérie, c'était leur pays. Et donc, ça fait beaucoup d'enfants qu'il va falloir scolariser, là aussi. Donc, le premier facteur, c'est le facteur proprement démographique. Et puis, il y a un deuxième facteur. Quand je vous disais que l'arrivée au collège des enfants du baby-boom coïncide à peu près avec le décret et l'ordonnance Berthoin de 1959, c'est parce que, ou du moins ça nous montre, que en plus de l'aspect démographique, il y a un encouragement explicite de l'État à prolonger les scolarités. La durée de scolarisation augmente et c'est encouragé par l'État. Bien sûr, l'ordonnance Berthoin de 1959, qui élève à 16 ans l'âge de fin de l'instruction obligatoire, joue un rôle. Ça va mécaniquement augmenter le nombre d'élèves à l'école. Alors pas tout de suite, puisque je vous rappelle que ça s'applique seulement aux élèves nés en 1953. Donc c'est à partir de 67, quand ils auront 14 ans, que là, ils vont devoir rester à l'école plus longtemps. De même, l'enclenchement de l'unification du système scolaire, il y a derrière l'idée qu'on souhaite que tout le monde fasse des études secondaires. Autre exemple qui montre cet encouragement de l'État, et je vous conseille là-dessus de vous rapporter à la chronologie qu'il y a dans le polycope que j'ai mis dans la Dropbox. En 1960, on supprime l'examen d'entrée en 6e. L'examen d'entrée en 6e, il avait été institué au début des années 30, au moment où on avait rendu le lycée gratuit, puisque le lycée était payant jusqu'aux années 30. Mais à partir des années 30, le lycée devient gratuit et on avait mis en place un examen d'entrée en 6e pour que quand même tout le monde n'entre pas en 6e. Là, en 1960, on le supprime. Ça veut dire qu'on souhaite que tout le monde rentre en 6e. Alors, pourquoi est-ce que l'État fait ça? Bon, pour que tout le monde fasse des études, on peut comprendre évidemment l'intérêt collectif, l'intérêt que la société y trouve. L'intérêt qui est simplement d'offrir à chacun un meilleur niveau de formation. Mais il y a une autre motivation qui accélère ces décisions de l'État, c'est un souci véritablement économique. On ne veut pas prendre de retard par rapport au reste du monde où l'élévation du niveau de formation est enclenchée depuis déjà plusieurs années. On a conscience en France que l'économie doit se moderniser et que une économie modernisée a besoin d'une population mieux formée. La France a besoin d'ingénieurs, la France a besoin de techniciens, la France a besoin de cadres et elle n'a pas assez de cadres. C'est une époque où, quand vous avez le bac, vous êtes assuré de devenir cadre supérieur, simplement avec le bac. Et si vous n'avez pas de formation supérieure, c'est pas grave. Les entreprises ont mis en place des circuits de formation interne pour vous permettre d'accéder à un meilleur niveau de formation à partir simplement de votre niveau bac, voire même de votre niveau CAP. Et il y a une promotion interne très importante parce que les entreprises ont besoin de cadres et qu'elles ne les trouvent pas sur le marché du travail. Donc les entreprises embauchent des gens sous-diplômés et elles les forment
pour qu'ils deviennent cadres. Donc dans une économie moderne, on a besoin non plus seulement d'exécutants, mais on a besoin de concepteurs, on a besoin de gens qui organisent le travail et qui assument des responsabilités, donc des gens mieux formés. Et là-dessus, il y a quelques chiffres qui inquiètent la France. En 1956, par exemple, donc on est, vous voyez, au tout début de la période, en 56, c'est le moment où les premiers enfants du baby-boom, nés en 45-46, le moment où ils entrent en sixième. En 1956, la France, sur 100 000 habitants, elle a 365 étudiants. Facile à retenir, ça fait un par jour de l'année, bon, sur 100 000 habitants. Enfin bref, multipliez ça par la population française et vous obtiendrez le nombre total d'étudiants en France. Donc ça fait une moyenne de 365 étudiants pour 100 000. Allez, on va dire 400. Bon, est-ce que c'est beaucoup? 365 étudiants sur 100 000 habitants. A priori, si vous mesurez, ça ne fait pas beaucoup. Pour une ville comme Rennes, on va dire, de 300 000 habitants, ça fait 1000 étudiants. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Alors, attention, à Rennes, on a les étudiants de Rennes et on a les étudiants d'une bonne partie de la Bretagne aussi. Mais 365 étudiants pour 100 000 habitants, si on compare à d'autres pays, par exemple au Canada, on a 642 étudiants, c'est-à-dire presque le double. En URSS, à l'époque, l'URSS fait partie des pays qu'on admire et on est convaincu que le système soviétique marche. Je vous rappelle qu'en 1957, l'URSS est le premier pays à envoyer un satellite artificiel autour de la Terre, le Spoutnik. Qu'en 1961, c'est le premier pays à envoyer un homme dans l'espace, c'est Gagarine. Donc l'URSS est un pays qui est admiré pour sa modernité, même si on ne sait pas très bien ce qui s'y passe. En URSS, on a 697 étudiants pour 100 000 habitants. 697, allez, 700 étudiants pour 100 000 habitants. C'est-à-dire là vraiment 2 fois la France. Aux États-Unis, on a 1783 étudiants pour 100 000 habitants. On va dire 2000, quoi. Donc là, on est à 5 fois plus que la France. Donc, dans les pays auxquels la France aimerait ressembler, les pays symboles de modernité et de puissance dans le monde, on a beaucoup plus d'étudiants qu'en France, c'est-à-dire beaucoup plus de gens qui font des études supérieures et derrière, des cadres qui seront sans doute plus performants. De même, en France, on forme des ingénieurs. On en forme en moyenne, dans les années 60, au début des années 60, on en forme 90 pour 1 million d'habitants. Oui, bon, 365 étudiants pour 100 000, mais ils ne deviennent pas tous ingénieurs, évidemment. Mais ceux qui deviendront ingénieurs, c'est 90 pour 1 million d'habitants. Alors, est-ce que c'est beaucoup, 90 ingénieurs pour 1 million d'habitants? Vous voyez, la population de la France à l'époque, elle est aux alentours de 45 millions d'habitants. Vous voyez bien que 90 ingénieurs par million, ça ne fait pas beaucoup au bout du compte. Ça vous fait moins de 5000 ingénieurs par an pour la France. Alors, comment c'est dans les autres pays? Au Royaume-Uni, par exemple, on est à 237 par million d'habitants, contre 90 en France. Aux États-Unis, 195. En Italie, 114. Donc la France est vraiment à la traîne dans la formation de cadres supérieurs, et ça inquiète évidemment pour l'avenir de l'économie, et le patronat est très très mobilisé là-dessus. Vous avez beaucoup d'organisations patronales qui militent pour un développement de l'enseignement supérieur et pour la massification, c'est la conséquence. Si on veut envoyer plus de monde dans le supérieur, il faut une massification du secondaire. Donc on va envoyer plus de monde au collège, et ça fera plus de lycéens, et derrière plus de bacheliers, donc plus d'étudiants. Alors, pour fournir tous ces cadres à l'économie, et puis même d'une manière générale, pour élever le niveau de formation de la société parce qu'on veut des citoyens éclairés, on envoie plus de monde en sixième. Je vous donne là encore 2 chiffres. En 1950, donc là, avant la massification, les enfants du baby-boom, ils entrent à peine, ils ne sont même pas rentrés en primaire. En 1950, vous avez 170 000 enfants qui rentrent en sixième. En 1980, donc après la vague de massification, une fois que c'est fait, une fois que le collège est à peu près unifié, le collège unique de Abi, je vous rappelle que c'est 1975, en 1980, donc 30 ans plus tard, on est à 730 000 entrées en sixième. En 30 ans, on est passé de 170 000 à 730 000. Ça nous fait une multiplication à peu près par 5.
pour les entrées en sixième.